début du siècle, le rêve de tout professeur de province est de venir finir sa carrière à Paris, au lycée Condorcet. Le premier lycée de France, dit-on, la guerre de 1914 ne va pas modifier la réputation du lycée, mais en changer l'attrait. À Paris, après-guerre, il est difficile de se loger. C'est la crise. Beaucoup de vieux professeurs méritants ne veulent pas affronter l'insécurité du logement. Ils hésitent à bousculer leurs vieilles habitudes en acceptant une nomination à Paris. Il faut être jeune pour accepter un tel changement de vie. Jeune comme Marcel Pagnol. Pagnol a 27 ans. Il est professeur d'anglais à Marseille, heureux de taquiner la poésie sur les thèmes de l'Antiquité. Brusquement, sa vie va changer. On va lui proposer le poste qu'il n'espérait qu'à la fin de sa carrière, être professeur au lycée Condorcet à Paris. C'est une prodigieuse destinée qui s'annonce. Quand il reviendra dans un lycée de Marseille, ce sera en héros pour inaugurer le lycée Marcel Pagnol. Oh, il était émerveillé qu'un lycée porte son nom. Jacqueline Pagnol. Mais ce qui le désolait, disait-il, c'est que son nom serait sur les bulletins de retenue. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est sa destinée. Pierre Tchernia. La destinée de Pagnol, vous savez qu'il était le fils d'un instituteur marseillais. Donc il commence comme fils d'un instituteur dans une école et il a fini comme auteur de dictées. Alors je trouve qu'il n'y a pas de plus belle victoire de l'école laïque obligatoire que cet aller-retour qui part de la communale jusqu'à l'Académie française, c'est-à-dire le symbole le plus haut de la langue, pour revenir à l'école communale. Et je me faisais cette réflexion en retrouvant dans le merveilleux journal de Jules Renard une phrase de Jules Renard qui est la suivante. « Ah, faire des choses que les petits-enfants copieraient sur leur cahier, c'est ça, être classique. » Marcel arrive à Paris dans une ville affolée. Des voitures de pompiers prennent d'assaut le centre de Paris. Tout n'est que sirènes, cris, hurlements, flammes et panique. Les grands magasins du printemps sont en train de brûler. La veille, la presse annonçait la défaite de Georges Carpentier au championnat du monde de boxe. Paris est doublement triste. Pour un peu, Pagnol regretterait son soleil du midi. Il avait horreur du soleil. Une confidence de Jacqueline, sa femme. C'est-à-dire qu'il aimait le soleil, mais il passait toujours... Comme Giono, d'ailleurs. Giono était toujours... Jamais bronzé, Giono. Hein, il était pâle. Comme beaucoup de méridionaux. Il n'allait jamais au soleil et recherchait toujours l'ombre. Il avait une théorie là-dessus. Il disait, pourquoi les maisons n'ont-elles pas de fenêtres ou elles sont si petites en Provence? C'est parce que les méridionaux ont horreur du soleil. Il était très beau, en plus. Il avait des yeux... magnifique, des beaux cheveux. Yves Robert. C'est moi, c'est un des souvenirs d'une très 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 belle personne que j'ai rencontrée. Savez-vous qu'on l'avait contacté pour jouer le rôle de Napoléon? Gans l'avait rencontré dans le métro lorsqu'il était professeur. Il était professeur et il avait vu ce jeune homme qui ressemblait à Napoléon au pont d'Arcole, exactement, avec la mèche, le visage émacié. C'était exactement le portrait de Napoléon, le jeune Bonaparte. Et il lui avait demandé s'il voulait jouer le rôle de Napoléon, en ne le connaissant pas du tout. Alors Marcel avait beaucoup rigolé, il lui avait dit « Pas du tout, je suis professeur, il n'est pas du tout question que je fasse l'acteur. » À Paris, Marcel retrouve un de ses amis de Marseille, Paul Nivois. Avec Paul, il se met à écrire une pièce de théâtre pour s'amuser, pour voir. La pièce s'appelle « Tonton ». Pagnol la trouve vulgaire, il refuse de la signer. Nivois insiste et déclare l'œuvre à la Société des auteurs. À la place du nom de Pagnol, il signe Castro. Tonton est joué une vingtaine de fois. Ce petit succès rapporte à Marcel 700 francs de droits d'auteur, de quoi s'offrir 150 repas dans un bon restaurant. Pagnol et Nivois récidivent.
il se met à écrire une autre pièce, plus ambitieuse. Cette fois, Marcel la signe de son nom. Pour la postérité, ce sera sa première vraie pièce. La première pièce qu'a écrite Pagnol, c'était Les Marchands de gloire. Le producteur Alain Poiret. Les Marchands de gloire ont eu une générale, mais triomphale. Une presse fabuleuse. On a crié au génie, on a écrit cette chose. Et tout le monde a dit, la pièce va marcher d'une façon formidable. Le premier jour, la pièce sort. Pagnol va au théâtre. C'était, je crois, Trébor qui était le directeur du théâtre à ce moment-là. Et puis alors, comment ça marche? Il lui dit, peut-être voir, il l'emmène dans la salle, il ouvre une loge, et il voit un petit groupe de spectateurs entassés, serrés les uns contre les autres au milieu de la salle. Et Trébor lui fait, ils sont 47. Et Pagnol, pour se remonter le moral, lui dit, oui, mais il rit comme 500. Et Trébor lui répond, il rit même comme 1000, mais ils ont payé comme 19 parce qu'il y a 28 places gratuites. Il a eu 2 échecs. Il a eu Judas et puis après Fabien. Jacqueline Pagnol. C'est dommage parce que Judas est une très belle pièce que j'aime énormément. Il a eu des concours de circonstances. D'abord, le héros qui était pèlerin Judas est tombé malade après quelques représentations. Après quoi, il y a eu une doublure qui a eu une crise d'appendicite foudroyante. Et après, on a pris une 3e doublure, évidemment, mais la pièce s'est écroulée. Ça n'a pas du tout marché. Il avait épousé Simone dans la vieille mairie sur le Vieux-Port, là où Panis épousera Fanny. C'était en 1916, Marcel avait 22 ans. Ensemble, ils étaient montés à Paris et leur bonheur s'était assombri. Simone Collin, c'était une jeune femme qui l'a suivi à Paris quand il est venu à Paris et qui était employée dans l'administration de Condorcet, où lui était maître adjoint, professeur adjoint. Raymond Castan. C'était une Marseillaise et qui a très mal supporté et Paris et tout de même la passion de son mari pour le théâtre, pour Paris et qui n'a pas suivi, quoi. Il avait épousé une petite Marseillaise et au moment où il est devenu un grand Parisien, cette petite Marseillaise, ça s'est rompu assez rapidement. Et puis il est reparti pour Marseille. Depuis que Pagnol s'intéresse au théâtre, il s'intéresse aussi aux comédiennes. En particulier à celles qu'il a rencontrées dans les coulisses du théâtre de l'Atelier. Elle travaille chez Dulin, c'est la fille de grands bourgeois d'Algérie. En souvenir du pays, elle a pris pour pseudonyme le nom de sa ville natale, Oran. Elle s'appelle Orane de Mazis. Il faut savoir que quand Pagnol arrive à Paris, à Condorcet, il est rien du tout. Raymond Castan. Il est le petit chose. Et elle est déjà comédienne, elle est déjà dans la troupe de Dulin. C'est une fille de famille, c'est une fille qui arrive de parents ruinés, mais d'une enfance très riche. Son père était polytechnicien. Je veux dire que le déséquilibre social était à l'envers. Vous comprenez ? Pagnol était très fier d'être l'amant d'une comédienne. À 32 ans, Marcel Pagnol décide de se consacrer pleinement au théâtre. Les droits des Marchands de gloire ont été achetés par les Américains et sa seconde pièce, Jazz, est à l'affiche du Théâtre des Arts. Il gagne suffisamment d'argent pour se retrouver avec un capital qui représente 5 ans d'enseignement au lycée Condorcet. Son père peut être fier de sa réussite. Il m'a parlé de son père. Il avait fait venir son père à Paris. Il s'était détaché, lui, de l'université. Son père était, comme chacun sait, instituteur. Et donc, il y avait le traitement d'un instituteur, ce qui n'est pas un truc énorme, mais enfin, qui est une garantie. Jean-Pierre Darras. Et lui, à l'époque, il avait 2 ou 3 pièces qui se jouaient à la fois à Paris, mais pleines. Il y avait les Marchands de gloire, et il y en avait 2 autres. Au moins 2 pièces. Bourré. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, à raison de 12% de droits d'auteur.
Et alors son père, tout à fait ravi, voyant le succès de son fils, il était monté là-bas d'Aubagne, avec son grand chapeau un peu à la Mistral et sa cravate lavalière, qui était presque l'uniforme des instituteurs du Midi de l'époque. Et alors le premier soir, il était fier de voir son fils qui avait un triomphe pareil. Le lendemain, il y voit encore un triomphe. Et en sortant, il le prend par le bras, affectueusement, en sortant du théâtre. Il lui dit « Tout ça, c'est très joli, mon petit, mais de quoi vis-tu » Il était très fier d'être le fils d'un instituteur. Bernard de Fallois, éditeur des œuvres de Marcel Pagnol. Il avait pour l'école, pour la classe, pour l'enseignement de la littérature, une grande fidélité. Il avait été lui-même professeur étant jeune pendant quelques années, et c'était un monde qui était le sien. Et il était ravi, d'ailleurs, il lui est arrivé plusieurs fois d'écrire à la place du fils ou de la fille d'un de ses amis une narration ou une dissertation pour la remettre et voir la note qu'il aurait. Je sais d'ailleurs, par l'un d'eux, qu'il avait en général de très bonnes notes. Marcel a déménagé, il habite seul un petit appartement plaqué au rez-de-chaussée d'un immense immeuble appartenant à la ville de Paris. Il a installé sa table de travail devant la fenêtre. Tout en écrivant, il aiguise ses talents d'observateur de la vie quotidienne. Et il avait des expressions, par exemple, il m'a dit, vous savez, c'est vrai, j'ai un beau brin de plume. Jean-Pierre Darras. Mais j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup pris de notes. Il y a des tas de choses que j'ai pas inventées, que j'ai fait que retranscrire. Bon, moi aussi, j'ai été élevé comme ça avec des gens qui sont des pagnolesques, je veux dire. On avait un boulanger à Entraigues-sur-Sorgue dans le Vaucluse qui avait une formule charmante. Il disait, le travail, c'est pas que j'ai rien à contre, mais c'est le temps qu'on perd. Par sa fenêtre, Marcel observe les allées et venues des habitants du quartier. Il est intrigué par le comportement nerveux d'un jeune homme au regard noir, solitaire, pensif, marchant d'un pas rapide, ignorant les autres, comme préoccupé par une tâche, une œuvre, découvrira plus tard Marcel Pagnol. Ce jeune homme habite au-dessus de chez Marcel. Comme lui, il est écrivain. Il s'appelle André Malraux. Il était curieux des autres, hein, Pagnol. Yves Robert. Curieux. Et puis c'était un conteur formidable. Il avait un besoin de charmer. Tout le temps, hein. Comme les conteurs. Alors, il suffisait de le laisser parler. La facilité de langage, elle était incroyable. Jean-Pierre Darras. Elle était incroyable parce qu'il parlait, pas du tout comme un livre, j'allais dire comme un livre, mais il parlait avec un style, parlé, mais presque écrit. C'est-à-dire que les formes étaient comme on osait encore le faire à cette époque-là. Il ne faut pas oublier que Pagnol était professeur d'origine, que son père était instituteur, tout le monde le sait maintenant, qu'il était né en 95. C'est-à-dire 2 ans avant Pierre Freinet, que cette génération-là avait fait des humanités formidables, et que quand il parlait le français, il parlait le français avec une espèce de teinte de latin, je veux dire. Il y avait un classicisme fantastique. Beaucoup de gens m'ont raconté, Bernard de Fallois, qu'il leur était arrivé ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que venant lui parler d'une question précise, ils s'étaient retrouvés au bout de 2 heures en train de causer avec lui dans son salon. Causer avec lui voulait dire surtout l'écouter, car c'était un conteur étonnant, extraordinaire, qui prenait un tel plaisir à raconter et qui vous donnait tellement le sentiment qu'il était heureux de vous raconter des histoires, des anecdotes, des souvenirs ou de commenter telle ou telle chose, qu'on avait un sentiment d'immédiate familiarité avec lui. Quand j'ai rencontré Marcel Pagnol, ce qui m'a frappé surtout, Pierre Tchernia, c'est que moi, je venais voir un homme qui donc évoquait tous mes souvenirs, mais qui était un académicien en même temps, puisque je l'ai connu après 46 et qu'il est entré à l'Académie en 1946. Or, je suis tombé sur un homme qui me connaissait parce qu'il m'avait vu à la télévision, quand je faisais le journal télévisé à l'époque, qui s'est mis à me tutoyer immédiatement. Assieds-toi, mon fils, bon, la vie est belle.
Et hop, et j'étais son vieux copain, car il était comme ça avec... peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas, il était avec moi. Je l'ai vu se tenir de cette façon avec beaucoup d'autres. Donc il y avait brusquement aucune autre distance que celle qu'intérieurement vous mettiez, la distance du respect, mais apparemment on était des hommes sur un même bateau. Il adorait apprendre des choses. Jacqueline Pagnol. Et moi, j'adorais écouter, le questionner. Il savait tout. J'avais l'impression d'être à côté d'un dictionnaire. Un dictionnaire marrant. Mais d'un dictionnaire. Je pouvais tout lui demander. Et son fils, tous les soirs, s'endormait en lui disant « Et papa, et comment est-ce qu'on fait ci? Et pourquoi ça ?» Et Marcel avait réponse à tout, et Frédéric s'endormait dans un rêve technique. Les machines, c'était une passion. Frédéric Pagnol, le fils de Marcel et de Jacqueline Pagnol. Je me souviens d'années entières passées ici à construire des derricks pour forêt, pour trouver de l'eau, et ce qui a d'ailleurs été fait avec succès, puisqu'il en a trouvé tant et si bien qu'il a fait construire un barrage et qu'il y a un petit étang qui va faire 10 mètres sur 20, mais ça a pris des années, mais c'était passionnant. Il avait même fait, avec des morceaux de diverses bagnoles... Raymond Castan. Il avait fait un prototype d'une voiture qu'il appelait la Topazette. Et si je me souviens, c'était 3 places, 3 chevaux, 3 litres 100, 3000 francs. Et 3 roues. Il avait pris les commandes de Rémul, il en avait commandé une, ou Charpin. Ah oui. Enfin, il n'aura jamais livré. On a dit parfois que le personnage de Topaz avait été inspiré par le père de Marcel Pagnol. Marcel l'a inventé d'après des conversations qu'il avait entendues dans sa jeunesse, dans la cour de l'école communale, entre son père et ses amis les autres instituteurs. On parlait souvent d'affaires, des affaires que faisaient les autres marchands de biens, commerçants, financiers, un monde trouble et fascinant que le père Pagnol trouvait souvent immoral. En 1918, à Marseille, comme dans toute la France, arrivent les corps expéditionnaires américains. Pierre Tchernia. En bas de la maison où habitent les Pagnol, il y a un marchand de légumes qui vient trouver le père Pagnol, qui était instituteur, mais qui avait appris l'anglais, qui parlait l'anglais, comme son fils sera professeur par la suite. Et il dit, « Oh, monsieur Pagnol, excusez-moi, je prends mal l'accent, mais ça le colore un peu tout ça. Oh, monsieur Pagnol, vous pourriez me rendre un service, voyez-vous, il y a toutes les troupes américaines qui sont là. Si je pouvais arriver à voir le marché des fruits et légumes, pour moi, ce serait une affaire formidable. Est-ce que vous pourriez me faire une lettre, vous qui causez l'anglais ?» Et le père Pagnol lui dit, « Bien sûr, mon cher Joseph, si je peux vous rendre service. » Et il fait une lettre adressée au général commandant les troupes américaines de Marseille, qui reçoit cette lettre. C'est certainement la seule lettre qu'il reçoit en anglais. On lui propose de traiter les fruits et légumes, et le fruitier a le marché des fruits et légumes. Et les Américains vont rester là 1 an et demi, 2 ans. Et le fruitier va devenir un grossiste en légumes et va gagner des sommes formidables. Et quand les Américains sont partis, un jour, il est monté chez le père Pagnol avec une petite valise dans laquelle il y avait un paquet plein de billets de banque. Et il dit, « Monsieur Pagnol, vous avez fait ma fortune, alors je viens de vous donner votre commission. » Et le père Pagnol, fou de rage, lui a ouvert la porte et l'a jeté dans l'escalier en lui disant, « Monsieur, je vous ai rendu service et vous voulez me donner de l'argent. » Contrairement à son père, Marcel Pagnol ne négligera pas les affaires. Il passera pour un redoutable businessman. C'était ce qu'on peut appeler un remarquable homme d'affaires, sans le côté pénible de certains hommes d'affaires. Bernard de Fallois. Dont on se dit que leur but est uniquement de gagner le plus d'argent possible. Il avait, vers l'âge de 30 ans, à partir du théâtre, et puis ensuite à partir du cinéma, compris très vite qu'il fallait des choses simples, mais qui soient sûres.
Il voulait des contrats qui le garantissent, ils étaient généralement très limités dans le temps, il était assuré d'avance de ce que ça pouvait produire, il était très heureux que cela lui fasse très bien gagner sa vie, mais il avait l'esprit de l'homme qui pense qu'on gagne sa vie avec son travail. Lorsqu'il était en face d'hommes d'affaires, il ne voulait pas se faire rouler. Jacqueline Pagnol. Donc il était beaucoup plus malin qu'eux encore. Mais c'était pas tellement l'argent pour l'argent, mais c'était pour le jeu. Et curieusement, c'était pas un joueur. Dans la vie, il ne jouait jamais. On est entré dans les casinos plus d'une fois. Il me dit, Jacotte, ne joue jamais, tu gâches ta chance. Il me disait, tu gâches tes chances dans la vie. Avec Topaz, Pagnol met en scène un personnage honnête, entraîné malgré lui dans de sombres affaires financières. Mais pour écrire cette pièce, son imagination se rebelle trop souvent. Il laisse tomber le manuscrit, il se met à écrire une autre pièce sur un thème suggéré par Pierre Blanchard. « Tu devrais écrire, lui dit-il, une pièce marseillaise qui se passerait sur le Vieux-Port. » L'idée de Marius était née. Tout en reprenant Topaz, Marcel écrit Marius pour se délasser. Comme plus tard, il fera des mathématiques pour se délasser de la littérature. Il s'est mis à l'arithmétique pure relativement tard, dans les années 60 par là. 70. Frédéric Pagnol. Et il s'était attaché à essayer de démontrer une proposition de Fermat qui n'a toujours pas été démontrée. Et c'était une passion pour lui et ça lui permettait en fait si j'ose dire, de décompresser un peu quand il en... parce que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, pratiquement toute la journée. Et je crois que quand il en avait assez de ses activités littéraires, eh bien pour se délasser, disons, il faisait de l'arithmétique. Jusqu'à ces derniers jours, il travaillait sur le théorème de Fermat. Jacqueline Pagnol. Qui est un théorème fameux et célèbre qui n'a jamais été résolu. Et Marcel pensait l'avoir résolu. Alors, il travaillait toujours là-dessus. Jusqu'en son dernier jour, il a griffonné des chiffres et des théories sur ce théorème de Fermat, qui était son Moby Dick. Pagnol vient d'écrire Marius. Léon Volterra a aimé la pièce. Il propose de la monter avec l'acteur que Marcel a choisi, Rému. Pagnol avait écrit pour papa le rôle de Panis. Paulette Rému qui a écrit un livre sur son père. Et c'est papa qui lui a dit non, je ne suis pas Panis, je suis César. Il a fallu chercher un Marius. Donc Pagnol a trouvé Freinet et Freinet c'est devenu un Alsacien avec un Z, un Alsacien protestant, le fils du patron d'un bistrot de Marseille protestant, on n'a jamais vu ça. Freinet s'est tellement fait de soucis à ce moment-là qu'il est parti passer un mois à Marseille et il a fait une interprétation merveilleuse de Marius. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime bien, tu sais.
Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Moi aussi, pourquoi me dis-tu ça? Mais je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, que tu te fais du souci à cause de moi, hein. Alors, ça me fait penser que je t'aime bien. Mais bien sûr. Imbécile, va. Bonsoir, hein. Bonsoir, mon fils. Et puis tu sais, des fois je dis que tu m'empoisonnes l'existence. C'est pas vrai. Bonsoir, mon petit. Pour Monsieur Brun, c'est Robert Vattier qui sera choisi. Quant au personnage féminin, celle que Marius va abandonner pour aller courir le monde, c'est l'amie de Marcel qui va tenir le rôle, Orane de Mazis. Les répétitions ont commencé. Paulette Rému parle de l'histoire de la célèbre partie de cartes. Quand on est arrivé à la partie de cartes, Pagnol a dit « c'est très mauvais, c'est horriblement mauvais, il faut la couper, c'est affreux, ça passera pas, ça alourdit la pièce. Et on a donc envisagé de supprimer la fameuse partie de cartes. Et là-dessus, Freinet est venu voir papa en lui disant « Écoutez, monsieur Rému, moi j'ai une grande scène avec Orane et je trouve qu'elle est trop longue et je m'y sens mal à l'aise. » Papa lui dit « Bah écoutez, je vais en parler à Marcel. » Et il a pensé qu'il pourrait peut-être couper un petit peu de cette scène et rétablir la partie de cartes. Si bien que sans rien dire à Pagnol, qui voulait rien entendre, il a convoqué les comédiens un dimanche matin, il a fait répéter la partie de cartes, et l'après-midi, quand Pagnol est arrivé, ils ont filé la pièce d'un bout à l'autre, et le Pagnol est resté absolument sidéré devant sa partie de cartes, à laquelle il ne croyait pas du tout. Ah, eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, je coupe à cœur, mais tu fais jamais attention. Mais ne te gêne plus, montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Mais monsieur Pani, si j'ai pas donné de renseignements, je dis rien. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Oh, ton vainqueur. Regarde comme il est beau. Regarde-le. On dirait la statue de Victor Joly. Évidemment, je suis porté à croire que Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh ben, réfléchis en silence. Mais il a raison, t'as pas besoin de parler pour savoir si Pani se coupe à cœur, voyons. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signes, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Alors, si vous continuez à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Pani se coupe à cœur. Et il continue à faire des grimaces, hein. Tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César. Comment? Tu me fais ça à moi? Un camarade d'enfance à toi? Je te remercie. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Et alors, Scartefigue, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. À toi. Ah, très bien. Compris. Tes cœurs. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur par bleu. Tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Je suis pas plus fada que tu, ça. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître Panis. Et si c'est pas profit par bagantade.
Tu me fends le cœur. Eh bien, par exemple, alors, tu me fends le cœur. Ah, il a pas l'air content, alors. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Bah, il a tort, monsieur Brun. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, mais c'est pas la peine de jouer aux cartes, alors. Marcel Pagnol est terriblement anxieux au soir de la première de Marius. Il arpente nerveusement les coulisses, hasardant quelquefois un œil vers la scène où le grand Rému est en train d'immortaliser un patron de bistrot nommé César. Mais l'anxiété de Pagnol fait bientôt place à une joie profonde, quand il entend l'immense ovation qui monte du public à la fin de la représentation. Moi, j'ai un très très joli souvenir de Marcel, le soir de la première de Marius. Paulette Rému parle de cette soirée de première mémorable. La pièce avait fait un triomphe. Il est rentré dans la loge de papa et c'était une loge très modeste. Et avec le crayon à maquillage de papa, il a écrit sur le mur de la loge « Monsieur Rému est un génie », signé Marcel Pagnol. Papa a découpé ce petit bout de papier et je l'ai vu toute sa vie sous un cadre sur le bureau de mon père. Avec Rému, Marcel Pagnol va nouer une amitié parfois orageuse, comme avec Fernandel. Compte tenu de ce que disait Pagnol de ces deux garçons, qui étaient des stars... Jean-Pierre Darras. Mais qui, sur le plan du quotient intellectuel, inquiétait quelquefois Pagnol, puisqu'il les a carrément traités de cons à plusieurs reprises. Il leur a même écrit. Vous connaissez l'anecdote, un jour il avait traité Fernandel de con, et puis... Fernandel s'était fâché, mais horriblement, en lui demandant des excuses publiques. Et il lui avait envoyé un mot en lui disant « Je te fais toutes les excuses que tu veux, mais je maintiens, tu es un con ». Signé Pagnol. Avec Marius, Marcel Pagnol devient un auteur très célèbre. Un grand auteur populaire, c'est Marcel Pagnol, parce qu'il dit des choses qui sont universelles, parce qu'il dit des choses qui sont touchantes et que tout le monde comprend. Pierre Tchernia. Je vous prends un exemple. Dans La fille du puisatier, il y a une séquence où, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais Rému, qui est un puisatier qui travaille au fond du puits avec ses mains toute la journée, a sa fille qui vient de se faire engrosser, et ce malheur est arrivé par le fils d'un quincaillier. Et alors, il y a une scène qui est l'affrontement entre un marchand d'outils et celui qui les utilise. Et finalement, Rému s'en va très digne et dit « J'aurais dû me méfier d'un homme qui vend des outils et qui ne s'en sert jamais. » Voyez-vous, cette phrase, elle est belle, mais vous pourriez la trouver à peu de choses près dans un texte de Virgile, ou chez Rabelais, ou chez Molière, parce que ce sont des sentiments forts et éternels. Marius devient un film. Pagnol s'intéresse au cinéma. Il participe au tournage. Justement, là, il est homme d'affaires, car voilà qui s'arrange pour conserver les droits du film. Pierre Tchernia. C'est-à-dire qu'il va devenir un producteur de cinéma, un distributeur de cinéma, un exploitant de cinéma, et le seul Français qui, à l'exemple de Chaplin, ait eu ses propres studios. Pagnol a amené en France le cinéma parlant. Yves Robert. Les cinéastes français ne voulaient pas faire de cinéma parlant, partant de René Clair à L'Herbier, etc. Ils prétendaient que l'image était maîtresse et que si on mettait la parole et des bruits, le cinéma, qui n'était qu'image, disparaissait. Marcel avait enfin traversé la mer, car il n'avait jamais pris de bateau ni d'avion, il n'a jamais été, pour aller voir un film parlant à Londres. Et il est revenu et il a fondé une maison de production, et avec la Paramount, je crois. Et il a été le premier producteur à provoquer le parlant. Avec le cinéma, l'œuvre de Marcel Pagnol va connaître une audience que seul le théâtre ne lui aurait jamais permis. Il est devenu producteur, auteur, metteur en scène, puis distributeur de ses films, puis il a fait construire des studios, les studios Marcel Pagnol, puis il a fait construire des laboratoires qui développaient la pellicule, puis il a acheté des salles. Alors, comment faire mieux? Bon.
Et Rossellini, couronnant tout ça, lui dit, en fait, c'est toi qui as inventé le néoréalisme. C'est pas nous. C'est le premier qui est tourné dehors, Pagnol. Il fait construire des maisons. Il a fait construire un village en ruine. C'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Bon, alors, peut-être n'était-il pas un technicien hors pair. Sans doute pas. On sentait que ça l'avait un petit peu chatouillé, un peu vexé, ça. Le fait que les gens disent « Mais Pagnol n'est pas un cinéaste, Pagnol, il sait pas ce que c'est qu'un travelling, qu'un zoom, qu'un panoramique. » Jean-Pierre Darras. Et alors, il me disait « Mais moi, pour moi, le cinéma, c'est ma mère à l'Opéra de Marseille. C'est-à-dire que quand ma mère veut faire un panoramique, eh ben, avec ses jumelles, elle fait un panoramique pour suivre la sortie du jeune premier, ou du ténor. Quand ma mère veut faire un zoom, eh ben, alors il prenait la molette de la jumelle, et là, elle faisait un zoom pour voir la diva. Et la paire de jumelles, c'était la caméra de Pagnol. C'est quand même intéressant. Rému et Fernandel reprochaient souvent à Pagnol de ne pas jouer son rôle de metteur en scène. Il voulait un vrai metteur en scène qui reste les regarder jouer au moment des prises de vue. Il faisait la mise en place, bien entendu, avec l'opérateur, avec le... Bon. Jacqueline Pagnol. Et puis, lorsque c'était mis en place, il ne restait pas. Il allait dans le camion de son et il écoutait le texte avec l'intonation des comédiens. Et si c'était bon pour le son, c'était bon pour l'image. Il était resté profondément attaché au texte. Bernard de Fallois. Il considérait que le plus important, c'était le texte. Ce n'était pas un homme d'image. Et ce qui fait que ces films sont restés, je crois, et n'ont pas vieilli, c'est qu'ils n'ont rien d'esthétique au sens un peu limité, sinon péjoratif, tout au moins limité du mot, vous voyez. Je crois que malgré tout, c'est le côté humain qui compte, et le côté humain, c'est dans les phrases, quelquefois dans les silences, mais les silences, il les entendait aussi dans le camion de son où il venait s'asseoir. C'est cela qui, pour lui, signifiait que la scène était bonne ou qu'il fallait la retourner. Et les livres de Pagnol sont éblouissants pour ça, parce que c'est le mot juste, à sa bonne place, mais le mot non seulement le plus juste, mais le plus chaleureux. Pierre Tchernia. Et je me souviens, vous savez à quel point on est dans l'emphase, de nos jours, tout est super, tout est génial. Et à un moment, on était en train de tourner, et le preneur de son avait posé son micro je ne sais où, enfin il ne le retrouve pas, au moment où l'impression doit tourner, et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est dramatique, je ne retrouve pas mon micro. Et Pagnol lui dit non monsieur, ce n'est pas dramatique, c'est embarrassant. La chose qui était quand même bien et à la fois un peu inquiétante, c'est que il nous laissait dire le texte, il disait à l'opérateur que ça tourne jusqu'à ce qu'il s'arrête parce qu'il ne se souvienne plus du texte. Alors c'était à la fois bien et un petit peu inquiétant, parce qu'on ne savait pas très bien où on allait. Alors je comprends un tout petit peu Rému. Pagnol le magnifique, celui qui paraît toujours gai, celui qui fait rire avec ses histoires marseillaises, est en réalité un angoissé. Jean-Jacques Gaultier avait fait de lui un très joli portrait. Jacqueline Pagnol. Il avait commencé portrait d'un optimiste angoissé. Et c'est tout à fait ça. C'était un optimiste merveilleux, mais avec l'angoisse au fond. Si j'arrivais avec une demi-heure de retard, elle est morte, elle s'est fait écraser. Son fils avait la fièvre, il a une méningite tuberculeuse, il a... c'était comme ça, il envisageait le pire pour ne pas être déçu, si j'ose dire. Peut-être par le fait qu'il avait perdu sa mère très, très jeune, et qu'il était peut-être poursuivi par cette image du malheur et de la fragilité du bonheur présent. Il avait 15 ans lorsque sa mère est morte.
On l'aurait sauvé maintenant avec des antibiotiques. Elle est morte d'une pneumonie double, quelque chose comme ça. Et ça l'avait terriblement marqué. Alors, c'est de là d'où venaient ces angoisses. La vie de Marcel se déroule entre le Midi et Paris, entre les amis et le travail. Il était très matinal, il se réveillait très tôt, vers 6 heures. Il préparait son petit déjeuner, il m'apportait un plateau, très gentiment. Et puis, il se mettait à son bureau, il écrivait jusqu'à 11 heures, sans faire sa toilette, d'ailleurs. Il faisait sa toilette après, parce qu'il ne pouvait pas écrire s'il n'était pas comme s'il était... Il fallait qu'il soit comme ça, hein, au sortir du lit, à l'état brut. Après quoi, il faisait sa toilette, puis il avait généralement des rendez-vous. Et on venait le voir, et puis on déjeunait, ou on déjeunait en ville, très souvent, très souvent. Et après, c'était une sieste. Alors là, c'était impératif. Il faisait la sieste toute l'année, pas seulement l'été. Toute l'année, c'était impossible de résister à une sieste. Après quoi, il se réveillait frais comme un gardon. Et puis il réécrivait jusqu'à 6 heures à peu près. Et il recevait des amis. Il n'écrivait jamais le soir. C'était pas un homme du soir. Il me disait tout ce que j'ai écrit le soir sont des couillonnades. Et c'est très mauvais. Tout ce que je fais le soir, c'est très mauvais. Et il le déchirait le lendemain. Il écrivait beaucoup, il travaillait beaucoup. Bernard de Fallois. Sans s'occuper de questions matérielles, de savoir si ça paraîtrait, ou quand cela paraîtrait. Mais il écrivait, il réécrivait beaucoup, il avait une magnifique écriture, et il n'y a pas de livre de lui ou de pièce de théâtre de lui dont on ne trouve plusieurs manuscrits successifs. La grande limpidité de son style n'était pas absolument spontané. C'était toujours, comme chez La Fontaine, c'était toujours au prix d'une recherche. Il m'avait montré, d'ailleurs, c'était très émouvant, vous savez qu'il avait une écriture comme s'il écrivait à la ronde. Jean-Pierre Darras. Et c'était des plumes très épaisses et qu'il mettait dans des porte-plumes qu'il fabriquait lui-même avec des roseaux qu'il allait chercher dans des roseraies. Et alors, il se bricolait des trucs très, très curieux. En 1945, Marcel Pagnol épouse une très jeune comédienne, Jacqueline Bouvier, qu'il surnomme Jacqueline de la Toussaint. Ah, parce qu'il m'avait rencontrée à la Toussaint. Il m'avait fait un petit poème. Et il voulait tourner un film d'après un conte qu'il avait écrit qui s'appelait Les Amours de l'Agneau. L'Agneau, c'est le nom d'un de ses petits copains de lycée. Et ça se passait entre adolescents, entre 15-16 ans. Et il avait demandé à ce qu'on... des jeunes gens, des jeunes filles viennent le voir. Alors j'étais allée le voir à ce moment-là. Et ça... On avait eu tout de suite un contact épatant. J'écrivais des petits poèmes. Alors je lui avais montré ce que j'écrivais, ça l'avait intéressé. Et puis je ne l'ai plus revu. Le film ne s'est pas fait, je ne l'ai plus revu. Et lorsqu'il est rentré à Paris en 1944, il m'a tout de suite appelé. Curieusement, il m'a tout de suite appelé. Il n'avait pas oublié cette petite jeune fille. Et puis voilà, puis on s'est retrouvés, puis on ne s'est plus quittés. D'un certain côté, il était très, très, très mûr, très, 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 très dur même en affaires. C'était un redoutable homme d'affaires. Mais il y avait un petit côté chez lui qui était resté enfantin. Comme quelqu'un qui s'amusait tout le temps, qui découvrait tout le temps, qui avait une force d'enthousiasme extraordinaire et qui allait toujours de l'avant. Et pour lui, rien n'est... C'est ça qui m'a fasciné chez lui. C'est que pour lui, rien n'était impossible. Alors je trouvais ça formidable. Formidable. Tout était facile, tout était gai, tout était ensoleillé, tout était... Il était extraordinairement positif, enthousiasme, donc jeune. En 1946, 2 autres événements importants marquent la vie de Marcel. Sa femme lui donne un fils, Frédéric, et il entre à l'Académie française. Seule ombre au tableau, son ami Rému est en clinique. Marcel va le trouver pour lui annoncer qu'il va entrer à l'Académie. Il est arrivé dans la chambre et il lui a dit
Tu sais, Jules, je vais rentrer à l'Académie française. Paulette, à côté de Charles Moulin, se rappelle l'événement. Et moi, je me souviens, j'ai vu papa devenir blanc comme un linge. Il a eu des larmes qui coulaient. Et comme il voulait pas que ça se voie, il lui dit... Alors, c'est vrai, tu vas avoir le chapeau d'encaisseur. Voilà, exactement. Et le sabre. Et Marcel lui a dit, oui, mais tu sais, Jules, tu rentres avec moi, hein, parce que c'est grâce à toi si je suis à l'Académie française. Il lui a dit, va, mon pauvre Marcel, dommage que j'ai la quille en plomb. Il avait la jambe cassée. Rému ne verra pas Marcel entrer à l'Académie. Il va mourir. Pagnol tournera encore quelques films, mais son effort se portera davantage sur la littérature, avec la publication de ses souvenirs d'enfance qui auront un succès considérable. À tel point que la télévision française viendra en tourner le récit de quelques morceaux choisis. On a donc tourné, je sais pas, pendant 1 mois ou 1 mois et demi, presque quotidiennement avec lui. Pierre Tchernia. À Paris, et puis dans ce qu'il appelait le domaine, c'est-à-dire près d'Aubagne, une très belle vieille maison, et puis dans une villa à Saint-Tropez aussi. Et les premiers jours où nous sommes arrivés, je parle nous, l'équipe de techniciens, preneurs de son, directeur de la photo, et je l'ai entendu qui disait « Ah, ils viennent faire ma nécrologie ». C'était terrible à entendre ça. Et en fait, il se savait malade, et d'ailleurs, il est mort très peu de temps après cette série d'entretiens. Marcel Pagnol est mort à Paris le 18 avril 1974. Le lendemain matin, m'inclinait devant le corps de Marcel Pagnol et puis embrasser sa famille, puisque je les connaissais bien. Et il y avait son frère qui était là, et il avait tous les journaux qui étaient parus, tous les quotidiens autour de lui, et il m'a dit « La presse est magnifique », comme si ça avait été une répétition générale. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.